Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de la semaine thématique Nature en ville, vivre avec la nature dans les petites villes de demain que nous avons concoctée et ouverte depuis ce lundi. Donc cette semaine thématique est organisée avec nos partenaires ministère de la Transition écologique, l'Association des petites villes de France, la Banque des territoires, le CEREMA et POPSU Territoire. Donc moi je suis Emmanuelle Lebris, je suis chef de projet au sein de la direction de programme Petites Villes de demain et j'animerai ce nouveau temps de travaux pratiques. Donc, en ce jour de la Journée mondiale du climat, on vous a proposé un nouveau rendez-vous sur le thème des travaux pratiques et de le réaménagement de la cour d'école pour une cour d'école résiliente. Pour que ce webinaire se déroule de la meilleure des façons, on vous invite à préciser vos éventuelles difficultés techniques dans le chat et à poser vos questions dans l'onglet dédié qui s'appelle questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Donc, ce second rendez-vous travaux pratiques de cette semaine, on a choisi de le consacrer à deux expérimentations, deux expériences sur les communes de Sotteville-les-Rouen, commune de Seine-Maritime, et de Figeac dans le Lot, qui toutes les deux ont été accompagnées par le CEREMA dans le cadre de réaménagement de cours d'école en cours résiliente. On vous a concocté une fin de séquence réservée aux questions-réponses. Donc, on prendra le temps de faire intervenir et de faire répondre les intervenants à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le chat. Je vais assez rapidement passer la parole à nos intervenants. Nous avons avec nous donc Cécile Vauvan. Vous êtes directrice de projet de nature en ville au CEREMA. Et je vous propose, avant de donner la parole aux collectivités du jour, si vous pouvez, en quelques mots, revenir sur l'accompagnement que le CEREMA propose en matière de prise en compte des enjeux de la ville, de la nature, pardon, au sein de ces villes. Et nous verrons finalement, quelle que soit leur taille, qu'elle soit petite ou moyenne. Cécile Vauvan, c'est à vous. Merci et bonsoir même à tous nos participants. Donc oui, le CEREMA, c'est un établissement de l'expertise publique au service des acteurs, au service des collectivités territoriales pour relever des défis, de transition, pour relever les défis de la transition écologique, énergétique, climatique, numérique et dans le cadre des écoles, je crois aussi sociale. Donc, notre objectif, c'est d'apporter aux collectivités des solutions sur mesure, des solutions expertes, de l'écoute, jusqu'à souvent un niveau d'accompagnement de maîtrise d'ouvrage. Notre rôle, c'est un rôle de passeur à destination des territoires. On a de l'activité recherche au CEREMA, on assure un transfert entre le monde académique et les acteurs de l'aménagement. Et la vocation du CEREMA, c'est vraiment de traduire des besoins constatés sur le terrain en nouvelles problématiques et de mobiliser à la fois les connaissances scientifiques, mais aussi les connaissances locales. Et c'est vraiment de mixer ces sujets et de faire des priorités politiques, des politiques publiques territoriales. La cour d'école, finalement, on en parlait peu, et d'un coup, c'est assez monté vite parce que finalement, tout le monde est touché par cette politique et ce type d'aménagement. On a des enfants ou alors on a été enfant, ça c'est sûr. Et donc, les modes d'intervention sur ces cours d'école, c'était en 2020. On voulait écrire un guide en fait sur les nouvelles cours d'école. Et puis, en 2020, et on voulait visiter des écoles, prendre des photos, aller faire des interviews. Et puis, en mars 2020, on n'a pas pu faire ça, comme beaucoup d'entre nous. On a dû se rattraper et faire autrement. Et donc, on a fait un peu plus de biblio, on a fait des fiches sur les différentes cours d'école. Et puis, on s'est préparé en fait à de l'accompagnement pour des cours d'école résilientes qui prennent en compte nos enfants, leurs besoins, le climat, la biodiversité et plus encore. Donc, des fiches, de l'édition, mais aussi de l'accompagnement direct. Pour la cour, pour les abords. Très bien, merci Madame Vauvan. Je vous propose de donner la parole aux collectivités cette fois-ci pour illustrer finalement de manière très opérationnelle ce qui peut être réalisé dans les territoires. Et pour cela, j'invite donc Madame Desnoyelles, donc conseillère municipale déléguée
à la vie des écoles, et Madame Sarrazin, donc directrice générale adjointe en charge de la politique d'éducation et politique éducative et culturelle, pardon, de la commune de Sotteville-les-Rouen. Mesdames, je vous propose d'évoquer avec nous les actions que vous avez pu mettre en œuvre dans l'aménagement des cours et des abords. Peut-être juste 2 mots pour évoquer finalement Sotteville-les-Rouen, évoquer que c'est une commune de Seine-Maritime en Normandie, une commune urbaine au sein de l'agglomération de Rouen qui compte 29 000 habitants. Et puis, vous allez nous exposer finalement le projet sur 2 écoles en particulier, l'école maternelle Jean Rostand et l'école élémentaire du même nom. Je vous propose de prendre la main. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Evelyne de Noyel, conseillère municipale déléguée en charge de la vie des écoles de la commune de Sotteville, accompagnée de Mathilde Sarrazin, directrice générale adjointe en charge des politiques éducatives et culturelles. Donc, on va vous présenter déjà le contexte de la démarche, un rappel de nos objectifs, une présentation de la démarche et une illustration par des travaux réalisés. Donc, la commune de Sotteville-les-Rouen s'est engagée en faveur de la transition écologique et a établi un programme ambitieux de rénovation sur son patrimoine scolaire. Alors, il faut savoir que dans notre commune, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a 6 groupes scolaires, dont un qui date à peu près de 1918 et 5 groupes qui ont été construits entre les années 52 et 69. Alors, ce programme est un programme long terme qui a débuté en 2014 avec la création du Conseil de l'éducation avec un groupe de travail dédié au bâti scolaire, qui était école, lieu d'apprentissage et lieu de vie. Alors, nos groupes de conseil d'éducation, ce sont des groupes qui sont composés de parents d'élèves, enseignants, agents municipaux et élus. Et en fait, ce programme est établi sur la base de 3 principes clés qui doivent contenir l'aspect développement durable, bien-être, santé des enfants et tenir compte des nouvelles pratiques pédagogiques. Pour compléter le programme et étendre les réflexions sur les espaces extérieurs de l'école, abords et cours, en 2018, le groupe à bord des écoles du Conseil de l'éducation a été créé pour des apports d'écoles apaisées, identifiées et sécurisées. Et en 2020, on a lancé le projet de végétalisation des cours d'école pour en faire des îlots de fraîcheur. Alors l'objectif, c'était de consulter tous les usagers et co-construire des espaces plus écologiques et plus agréables. Et profiter de la première expérience de l'école, du groupe scolaire Rostand pour pouvoir mettre en place un outil de référence pour dupliquer la démarche sur l'ensemble des groupes scolaires pour les futurs plans de rénovation à venir. Alors, la ville a travaillé en partenariat avec le CEREMA. Et notre démarche repose sur 3 volets. Donc, nous avons les cours d'école, les abords, la trame verte et la trame bleue qui concernent la partie nature en ville et biodiversité. Donc, on a choisi un groupe scolaire pilote qui était le groupe Rostand parce que c'était un très très bon cas pratique puisque c'était la cour jugée la plus minérable de tous nos groupes scolaires. La démarche s'est déroulée de la manière suivante. On a eu une phase de diagnostic, une phase de concertation, une phase de mise en place du plan d'action avec le choix des scénarios et la réalisation des plans et la phase réalisation de chantier. Et voilà, comme est mis sur le diapo, donc je vais vous expliquer un peu la phase de diagnostic. Donc elle s'est déroulée de avril à septembre 2021 en partenariat avec le CEREMA, avec des ateliers et visites sur site en présence des équipes enseignantes, agents et services municipaux pour cibler les enjeux. Alors, non, c'est si vous avez le petit… Ah non, deux plus tôt, s'il vous plaît. Les enjeux… Voilà, les enjeux de la cour d'école. Donc là, on a les enjeux cour d'école, l'aspect général avec les enjeux environnementaux qui concernent la nature en ville, la gestion des eaux pluviales, l'ombrage, la biodiversité, les qualités d'usage et les perspectives pédagogiques. Et en fait, dans le cadre de Rostand,
on avait pu cibler déjà 3 enjeux principaux qui étaient lutter contre le manque d'ombre et le sentiment de chaleur. Déjà parce que sur la cour en élémentaire, il y avait un manque d'arbres, on avait un espace trop minéral et faut savoir aussi l'évolution climatique de la Normandie qui, malgré son appartenance à un domaine reconnu tempéré océanique, la région connaît désormais des épisodes au caractère thermique bien tranché et avec de avril à septembre des gros pics de chaleur. Ensuite, on avait le deuxième enjeu qui était gérer les eaux pluviales des parcelles, car effectivement, avec trop de surface imperméabilisée, on avait quand même une école élémentaire enrobée à 70%. Et toujours, le problème de l'évolution climatique de la Normandie, c'est que de notre traditionnel crachin normand, on est passé à des périodes de fortes pluies diluviennes, ce qui fait que les sols, le terrain ne boit plus et on s'est retrouvé avec des cas de piscine, si on peut dire ça comme ça, au niveau des avaloirs des cours d'école. Et après, il y a un autre aspect qui est très important, et aussi un enjeu majeur quand on se lance dans la démarche, c'est de connaître et mieux répartir les usages des cours. En fait, on s'est aperçu que nos cours, malgré qu'elles soient grandes, elles ont été quand même jugées petites du fait qu'elles n'étaient pas assez structurées. Et aussi parce que certains espaces sont interdits ou alors ne sont pas utilisés. Et pendant les temps méridiens ou temps scolaires, il pouvait y avoir des espaces de collision. Et c'est important aussi de réaménager l'espace et de bien segmenter les espaces à usage sportif, les espaces animés et les espaces calmes. Une fois tous ces enjeux ciblés, on a eu la phase de concertation qui s'est déroulée de septembre à novembre 2021 sous forme d'ateliers, toujours en partenariat avec le CEREMA. Alors les ateliers, on a eu des ateliers enfants avec 2 classes pilotes, une en grande section en maternelle et une de CE2 en élémentaire. Les méthodes de travail étaient sous forme de 4 ateliers, dont 3 ateliers communs aux grandes sections et CE2, qui étaient autour de la sensibilisation du développement durable, un diagnostic, le photolangage. Et après, il y a eu le 4e atelier qui était en maternelle, focalisé sur l'utilisation de la cour partant de pluie. Et en élémentaire, un travail sur maquette pour récolter les envies et répartir les espaces. Pour les ateliers adultes de chaque cours, il y en a eu un adulte pour chaque cours d'école, pardon, avec un premier atelier qui était un retour sur les diagnostics, présentation de photolangage des enfants, des dessins et des maquettes. Ensuite, on a eu un deuxième atelier de travail sur les scénarios possibles et discussion sur les thématiques d'aménagement, la gestion des eaux, la végétalisation, le revêtement et les reliefs. En termes de participation atelier, on peut faire les remarques suivantes. On a un peu regretté le peu de participation du côté de parents d'élèves. Après, tout à l'heure, au tout début de l'introduction, vous avez parlé, oui, qu'on a tous été enfants. Et effectivement, quand on est adulte, on a une vision d'adulte. Et j'ai trouvé très pertinent, c'est quand le CEREMA a débuté les ateliers en posant la question suivante. Pourriez-vous nous décrire votre cours d'école quand vous étiez enfant? Et effectivement, ça c'est très bien pour mettre en jambe les ateliers, puisque même si quand on est adulte, on perd un peu notre part d'enfant qui est en nous, et ce qui est bien dommage. Mais il est difficile effectivement de se remettre à la place d'enfant, mais même si on prend de l'âge, on a quand même dans nos souvenirs quelque chose qui nous rappelle ce qui était bien dans nos cours ou ce qui aurait été à aménager ou amélioré. Et ensuite, après d'expérience, on a eu des ateliers un petit peu plus tendus sur la partie élémentaire avec les adultes parce que les enseignants, eux, avaient imaginé élargir la parcelle de la cour d'école en empiétant sur l'espace public, mais comme notre taille de cour d'école était déjà assez grande, il n'était pas question d'élargir. Et puis en plus, c'était assez contradictoire avec le sentiment et les inquiétudes au sujet surveillance.
Et après, d'expérience aussi avec les adultes, donc avec les parents d'élèves. Eux s'étaient focalisés sur la démolition d'un bâtiment municipal qu'on ne pouvait pas puisque ça servait pour stocker du matériel d'une association. Donc, une fois ces ateliers menés en février, on a fait un point d'étape CEREMA avec la CEREMA sur les ateliers. En mars, on a pu rencontrer l'entreprise paysagiste concepteur Arcanterre pour parler croquis d'ambiance, scénario, aménagement, jeu, désimperméabilisation et organisation de chantier. Et ensuite, courant avril, il y a eu les restitutions et présentations de futurs aménagements et on va y venir avec d'abord une présentation aux classes pilotes, ensuite aux adultes qui ont participé aux ateliers. Et puis, après, il y a eu une phase entre avril et mai où il y a encore eu des échanges avec les équipes enseignantes pour réajuster les derniers aménagements. Et en juin, on a fait un temps de restitution de la démarche à l'ensemble des enfants et des parents un soir à la sortie de l'école. Donc maintenant, on va regarder effectivement en photo ce qui s'est passé, un peu l'avant, après. Donc là, vous avez la présentation de l'école maternelle Jean Rostand, vue du dessus et vue de face. Donc, cette cour avait quand même un peu d'arbres, de végétaux, mais c'était une partie qui n'était pas accessible. Ensuite, on peut constater que la très forte partie de bitume qui est là, et vous voyez, on a des avaloirs, et c'est là que partant de pluie, quand vous avez des pluies diluviennes, se forment des espèces de petites piscines parce que l'eau ne circule plus. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante, voilà. Pour aménager cette cour, c'est peut-être un petit peu petit, mais voilà, on a fait un aménagement d'un sentier aventure avec qui débouche sur des toboggans. Dans les demandes, il y avait dans des perspectives pédagogiques, école du dehors, on a travaillé sur la construction d'un amphithéâtre. Et l'équipe aussi demandait à pouvoir faire des activités avec des jardins pédagogiques. Donc, il y a eu des aménagements de bacs potagers et après d'autres aménagements pour des espaces calmes et des murs d'expression. Alors, pour la gestion des eaux pluviales, il y a eu la création d'une noue. Alors, une noue, c'est un espèce de petit fossé végétalisé, mais pas très peu profond, mais qui permet de recueillir les eaux pluviales. Et après, donc, on a essayé de restructurer un peu tout ce qui était végétaux. On a désimperméabilisé à peu près 350 mètres carrés, qui est composé à peu près de 32% d'espace végétalisé et 24% de sol fluent. Donc, sol fluent, on entend par copeaux, sable, éléments naturels. Et pareil pour la gestion des pluies. Alors là, ce sera dans l'avenir à venir, c'est la construction d'un préau qui était demandé par l'école. Donc là, on va pouvoir voir la photo suivante de l'aménagement qui était réalisé. Alors là, c'est les photos réalisées en cours de chantier. Il faut savoir, alors le chantier a débuté en fin août. Ça s'est passé effectivement majoritairement en temps occupé, mais alors on a fait une organisation suivante où en fait les enfants de maternelle ont été dans la cour élémentaire. Et les élèves de l'élémentaire ont une partie d'extension de leur cours sur un terrain multisport qui était juste à côté. Donc là, voilà, vous pouvez voir en photo les premiers éléments. Donc là, il n'y avait pas encore les cabanes végétales qui ont été aménagées, mais voilà, on a refait quelques marquages au sol, plus de sol. Ouais, sol fluent.
Maintenant, on va regarder la partie élémentaire. Ah, pardon. Et la partie élémentaire, je me dépêche. En fait, voilà, vous allez voir ici, c'est vraiment très, très, très minéral. Et l'objectif principal, c'était surtout de planter plus d'arbres et de désimperméabiliser 1000 mètres carrés en faisant 31% d'espace végétalisé et 17% de sol fluo. En fait, le sujet est tellement passionnant qu'on ne s'arrête plus. Donc voilà, et surtout pour l'élémentaire, très important aussi de réaménager, segmenter un peu mieux les usages et voilà, faire un parcours d'aventure, construire là également un amphithéâtre dans un espace qui n'était pas utilisé. Et voilà. Ah, pardon, on va mettre les photos. Voilà, oui, les photos au moins. Donc là, ça c'est les photos du chantier en cours. La livraison est prévue pour janvier 2023. Donc voilà un peu. Un chantier de l'ordre de 2 ans finalement entre les réflexions et la mise en œuvre. Si oui, tout à fait. Oui, la fin de. Beaucoup. De rien. Je vous laisse terminer votre phrase si vous le souhaitez. Oui, c'était 2 ans, effectivement, une grande partie de diagnostic, mais c'est essentiel. Et après, quand tout se déroule bien, hop, l'action. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais repasser la parole à Madame Beaufan. Est-ce que vous pouvez compléter finalement les propos et le regard justement du CEREMA sur le sujet? Quels sont les moyens finalement que vous avez mobilisés pour proposer ce joli projet? Merci. Du coup, vous l'avez dit, Madame de Noyelle, mais je crois que je voudrais commencer par la même chose vis-à-vis de nos participants. En fait, c'est quelle est la cour d'école de vos souvenirs? À quoi ressemble-t-elle? En quelques mots dans le chat, où je crois que Emmanuel Lebris va nous communiquer une question. Alors, est-ce que ça ressemble à la photo 1, la photo 2 ou autre chose? Du coup, on peut peut-être mettre le sondage de côté. Je pense que vous avez la main. Donc, ça ressemble à ce que vous avez présenté à Sotteville, un avant, un après. Et qu'est-ce qui se passe entre souvenirs, réalité et rêve? Donc, dans vos souvenirs, ça ressemblait à quoi? Et puis, la seconde question, c'est la suivante. Si vous redeveniez enfant ou si vous pensez à vos propres enfants, petits-enfants, enfants des voisins, si vous n'en avez pas, la cour d'école de vos rêves, ça serait quoi? En quelques mots. Peut-être on peut vous inviter à la décrire et à poursuivre. Alors, si vous avez répondu sur cette photo, la photo 1, assez minéralisée, eh bien, on a du boulot pour vous convaincre, mais on espère le faire par ce webinaire. N'éteignez surtout pas vos caméras tout de suite et écoutez un peu nos arguments. Si vous êtes déjà inspiré par les cours d'école résilientes végétalisées, eh bien, vous avez peut-être déjà entrepris des démarches. Et là, mon propos, c'est de vous présenter cet accompagnement et pourquoi on travaille là-dessus. Pourquoi travailler sur les cours d'école, justement? Moi, je me suis souvent posé cette question et j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais en fait, c'est une mauvaise question. La question des cours d'école, ce n'est pas pourquoi on doit travailler, rénover ces cours d'école, c'est pour qui? Qui, ce sont les enfants, les enseignants, les assistants de vie scolaire et périscolaire. En fait, c'est pour l'avenir aussi de nos enfants. Et du coup, on a quand même une meilleure connaissance aujourd'hui des besoins des enfants. On a la connaissance de la nécessaire motricité qui est complètement en lien avec le développement des habiletés cognitives. Donc, se bouger, c'est réfléchir en fait. Se bouger, c'est découvrir, c'est apprendre. Donc, il y a vraiment cette connaissance en fait de la manière d'apprendre, l'intérêt aussi d'avoir du plaisir à apprendre. Et ça, c'est un peu
en rupture avec l'image que, en tout cas moi j'ai, je ne sais pas vous, mais de ces sièges un peu tous alignés et où on apprend assis, comme si apprendre assis c'était la meilleure façon d'apprendre. Ben non, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Il y a le faire, il y a le bouger, etc. Du coup, ça c'est déjà important. Ça veut dire que l'école, elle n'est pas que dans le dedans de l'école, elle est dans le dehors de l'école. Et elle est en lien aussi avec le dehors de la cour et du bâtiment. Donc, ça renverse un peu la situation et ça donne une raison d'être à l'aménagement de cette cour d'école comme un véritable lieu à la fois de distraction, la cour, les récrés, mais aussi d'apprentissage. Une meilleure connaissance donc aussi de l'impact de la végétation. Moi, je travaille sur la nature en ville et la santé. On a des études maintenant qui sont très, très robustes. La simple vue dans un hôpital, d'un espace vert, ça accélère les guérisons, le moral. Donc, on sait que parsemer notre ville d'espaces de nature, ça contribue au bien-être des populations et donc dans la cour, au bien-être de nos enfants. Donc, ça, c'est particulièrement important pour le bien-être et la santé donc, des enfants, mais aussi la résilience, elle tient au fait, vous l'avez beaucoup développé, je n'irai pas plus loin, qu'il y a besoin de gestion de l'eau. On n'est pas là pour faire des… Enfin, il va y avoir plus d'eau, des précipitations un peu plus… chargé. Donc, effectivement, il y a aussi des constats techniques. Le climat change, plus d'eau, plus de chauffe urbaine, plus d'inconfort technique. Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter des écoles en Guyane, à Saint-Paul de la Réunion. Bah là, les 40, 45, on les connaît déjà dans les classes et on voit déjà ce que ça fait, quoi, donc, il y a vraiment une importance à travailler ça vite, parce qu'on voit que les étés nous rattrapent sur les printemps. Et donc, l'absence de végétation, elle augmente évidemment la surchauffe urbaine. Et en plus, d'un point de vue strictement écologique, elle est en rupture avec des continuités. Donc, les 4 clés du réaménagement, c'est évidemment les évolutions climatiques, créer de l'ombrage, du bien-être et peut-être être dehors au moment de l'automne et du printemps plutôt qu'à d'autres moments. La qualité d'usage, les perspectives pédagogiques, j'en parlais tout à l'heure, donc, et la participation des usagers qui est une clé, c'est-à-dire que sans ceux qui vivent l'école, on ne peut pas redessiner et repenser l'école résiliente. C'est vraiment une clé de base. Ensuite, du coup, le réaménagement des cours d'école, vous l'avez dit tout à l'heure, si je synthétise un petit peu, et je pense que ça, pour le coup, c'est un peu une recette pour toutes les cours d'école, c'est que ça nécessite une longue phase, finalement, appuyée d'études et de diagnostic de ce qui est, des usages, des objectifs. Est-ce qu'on veut plus ombrer? Est-ce qu'on veut plus jardiner? Est-ce qu'on veut produire des fruits, mettre des animaux? Comment est-ce que c'est vraiment la gestion de l'eau qui pose problème? Donc, il y a des enjeux, la transversalité et la définition d'objectifs. Et à partir de là, et avec la concertation, on peut créer des premiers scénarios d'aménagement. En général, le CEREMA accompagne à peu près jusqu'à cette phase et il peut continuer, mais souvent, il y a besoin en relais de maîtrise d'œuvre affûtée pour les phases de définition et les phases de travaux. Et puis, je m'en veux toujours quand j'arrête là parce qu'évidemment, après, il y a la gestion. On l'oublie souvent et je m'en veux de l'avoir oublié. C'est important dans la concertation de mettre les gestionnaires. Alors, je voulais avancer là-dessus et je le ferai rapidement sur, je vous l'ai dit, en 2020, on est tombé dans le confinement et donc on n'a pas pu aller sur place. Par contre, on a fait plein de webinaires avec beaucoup de participants qui se posaient des questions il y a 2-3 ans. Et donc, on a su tirer de là 5 sujets de controverse qui peuvent être donc des manières de nourrir la concertation à des moments de lieu de tension entre des fois des volontés, des objectifs. Et donc, il ne s'agit pas de bloquer
là, le projet de cours d'école en mettant sous le tapis le fait qu'il y a des choses qui coincent, mais c'est au contraire de se servir de cette mise en tension avec des usages différents pour trouver finalement des ressorts, d'aménagements, des façons, des subtilités pour répondre à ces controverses. Donc, la première des choses, du coup, c'est que pour savoir à quoi s'oppose et qu'est-ce qui pourrait être en tension dans la cour d'école, c'est d'écouter. Donc, une des premières, alors c'est un peu provocateur ma photo, mais c'est une photo vraiment d'école, bon, pas en France, soit, mais c'est la nature, c'est dangereux pour les enfants, hein. D'abord quand on manipule, mais il peut y avoir des échardes, on peut se mettre un bout de bois sur le pied, on peut tomber d'un arbre auquel on est grimpé, etc., etc. Donc, oui, la nature est dangereuse, mais il est important aussi d'apprivoiser le risque. Et ça fait partie, je pense, vraiment de l'éducation. Donc, de le minimiser, parce qu'on est responsable, enfin, les collectivités et les directrices d'école sont responsables des enfants, mais c'est aussi un apprentissage. Et je dirais une chose, c'est que dans la perspective climatique qui sera celle des enfants, l'incertitude, le risque, ça va être vraiment faire partie des choses qui feront que nos enfants sont résilients. Et donc, si on veut trop sécuriser les enfants, ça sera difficile. C'est mieux de le faire en extérieur. Et c'est aussi un sujet d'apprentissage, ce risque. Mais la nature, c'est pas que du risque. La nature, c'est sale aussi, hein, ça va salir les bottes, les salles de classe, donc les femmes de ménage vont avoir plus de boulot et ça, c'est pas juste. Mais on peut, par le truchement d'aménagement, voilà, d'espaces de décrotoir, de tenue, répondre en fait à ces points. Autre chose, la nature, je vous laisse passer à la diapo suivante, ça prend de la place. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, les jeux de ballon, en général, le bitume, ça leur va bien. Hein, et puis, on n'a pas les moyens de tenir un stade de foot dans chaque école. Mais donc, ça veut dire qu'il y a des jeux de ballon, oui, et il y a autre chose. Il y a des espaces de calme, des espaces plus secrets, il y a des espaces de motricité, il y a des espaces différenciés. Et donc, la cour d'école résiliente, c'est aussi une cour d'école plus plurielle qui offre des activités à chacun. Et puis, lorsqu'on plante, il faut entretenir. La végétation, c'est du vivant, et donc on ne la laisse pas tomber pendant les 2 mois d'école. Donc, il y a aussi des réponses à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, certaines plantes risquent de mourir. Elles le feront d'autant moins qu'elles sont adaptées peut-être à la sécheresse, qu'elles sont pérennes, qu'on a prévu de les arroser. Mais on le fera, elles crèveront d'autant moins que l'espace de l'école peut-être pourrait s'ouvrir à une population qui serait présente pendant l'été. Donc, c'est encore des sujets un peu difficiles pour les collectivités, mais c'est vraiment un îlot de fraîcheur qui serait bon d'explorer. Je pense que je dois être au bout de mon temps. Donc, les questions aussi, c'est cher, ça coûte cher le réaménagement d'une cour d'école. C'est 2 ans, on en fait une, ça coûte peut-être 200 000 €. Est-ce qu'on a le budget pour faire toute notre cour d'école? Et si on ne l'a pas, ça crée aussi de la différence à l'intérieur des groupes scolaires et des quartiers de la ville. Alors, il y a des budgets très différents. Voilà, à savoir qu'il y a vraiment des budgets très différents et surtout dans certains bassins, donc les agences de l'eau, dans la mesure où dans la cour d'école, il y a de la désimperméabilisation, et c'est pour ça qu'il y en a souvent, et de toute façon, on incite à ce qu'il y en ait, ces désimperméabilisations, elles permettent de ramener des financements au moins de l'agence de l'eau. Donc, c'est vraiment une chose à savoir et déterminante pour pas mal de projets. Donc, ça finance les travaux, mais ça finance aussi une partie des études et de la sensibilisation. Voilà. Il y a quelques photos, je crois que, mais on peut s'arrêter là sur la présentation. Je vous ai mis quelques photos, quelques ressources, mais je vais m'arrêter là pour mon temps de parole et je vous remercie pour votre écoute. C'était parfait. Un grand merci. Je passerai bien la parole à Madame
de Noyelle, s'il vous plaît, pour évoquer finalement, concrètement, quel a été votre budget pour le projet que vous nous avez présenté, pour reboucler sur ces questions de financement. Un financement de l'agence de l'eau. Oui, alors pour le groupe Les Deux Cours, c'était un budget de 350 000 euros. Et on a eu un financement de l'agence de l'eau à hauteur de 120 000, non, 160 000 euros, pardon. D'accord, entre le tiers et la moitié, d'accord. 350 000 euros de travaux et puis les études préalables avec le CRMA. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de passer à notre second témoignant aujourd'hui, seconde ville que nous allons regarder d'un petit peu plus près. On a choisi d'élargir le champ d'observation en allant regarder ce qui se faisait du côté de villes bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville, en l'occurrence le territoire de Figeac. Avant de donner la parole à la collectivité, nous vous proposons quelques mots de Monsieur Sabot, donc de la direction territoriale Occitanie du CEREMA, qui avait accompagné cette commune du Lot dans le réaménagement d'une cour d'école, la cour d'école Jacques Chapou. Est-ce que vous pouvez évoquer la méthode que vous avez employée et les propositions que vous avez formulées à la collectivité, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Merci pour cette invitation. Alors, en quelques mots, parce que je pense que M. Calmetti reviendra, voilà, je situe quand même le contexte de l'école élémentaire Jacques Chapou, voilà, qui se situe quand même dans le cœur historique de la ville de Figeac, en bord de Célé, mais pour autant, voilà, coincé, on va dire, entre un boulevard et un lycée, avec une problématique aussi de réaménagement de cours d'école. Vous voyez sur ces images, voilà, une cour très, très minérale, quelques arbres qui survivent et un préau aussi très minéral et très sonore, très bruyant. Et on a associé donc le travail de réflexion de la réaménagement de la cour d'école aux abords aussi, qui sont ici représentés en violet sur la carte, qui sont importants puisque les enfants des classes élémentaires CE1, CE2, CM1, CM2 de l'école Chapou vont déjeuner dans l'école Paul Bert, qui est juste un petit peu plus au-dessus. Donc, tous les jours, ils traversent et ils parcourent un petit trajet pour aller à la cantine de l'autre côté. Donc, la problématique des abords est aussi intéressante, mais ce n'est pas celle qu'on abordera aujourd'hui, mais voilà, elle fait partie aussi d'une globalité de réflexion. Et d'ailleurs, M. Calmette tout à l'heure élargira aussi la problématique de la cour d'école, du réaménagement des cours dans un contexte un petit peu plus large. Pour la diapo suivante, voilà, je vais présenter vraiment ici sur cette même diapo et quelques petites illustrations, la chronologie et le contenu de la démarche qui s'est faite. Et pour ça, on rejoint évidemment la démarche de l'école de Sotteville, mais avec peut-être des petits points focus qui peut être intéressant de signaler. Évidemment, une partie nécessaire en amont on va dire, d'analyse, de visite technique de l'école, le préalable, voilà, de quoi on parle, où on se situe, comment l'école est constituée, la cour, comment fonctionne-t-elle. Ensuite, une phase d'observation, de prendre le temps de regarder les usages, les usagers, comment ça se passe, en étant plutôt en retrait et sans vraiment intervenir sur les usages qu'on observe. Et enfin, et c'est là où, alors déjà ces temps ont pris un peu de temps, vous voyez, avril, septembre, et ensuite on est rentré un petit peu plus dans le dur, si on peut dire, en engageant des entretiens, alors je dirais quasi individuels, puisque ça s'est fait à l'échelle des 8 classes par groupe de 3, enfin enfin, 3 groupes dans chaque classe, donc vraiment passer du temps à écouter les enfants, c'est quand même les usagers principaux, mais également les enseignants, également les services techniques, également l'association qui s'occupe des temps extrascolaires. Donc vraiment d'avoir un cercle d'entretien assez large pour vraiment recueillir le maximum d'informations sur ce qu'on a intitulé ma cour rêvée. C'est ce que ma collègue Cécile Vauvin tout à l'heure indiquait, la cour rêvée de mon enfance ou de moi en tant qu'usager enfant de la cour. Qu'est-ce que j'aimerais voir dans la cour avec pour le coup, et ça c'est très intéressant sur Figeac, une équipe
éducative qui a vraiment joué le jeu d'intégrer, de préparer ces travaux aussi pour que quand le CEREMA est arrivé, on va dire, il y avait un terreau déjà, une envie de participer sur différentes thématiques. Et donc, on est revenu avec énormément de propositions, certaines loufoques, mais pas tant que ça. Et donc, il a été ensuite question de regrouper, d'organiser toutes ces propositions en scénarios que l'on a ensuite proposés lors d'un COPIL aux membres du COPIL qui ont donc ensuite et M. Calmette vous l'exposera, transformer ce scénario en proposition. Et dernière diapo pour ma part, c'est de revenir pour nous sur la définition de la cour d'école résiliente, puisque c'était le cœur finalement de notre mission que de transformer cette cour en cour d'école résiliente. Et on s'est appuyé sur 3 piliers. Un pilier de sobriété, comment on réinvestit à moindre coût les matériaux, par exemple, les aspects de diversification des espaces. Voilà, comment, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le terrain de foot, certes, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Donc, comment on vient faire l'école dehors, comment on peut créer des espaces de calme, des espaces de jeu, des espaces voilà, de diversité, on s'assoit, on lit, on dit, voilà, tous les usages, en tout cas, ça faisait vraiment partie de beaucoup de propositions qui ont été faites. Et enfin, évidemment, quelle place on laisse à la nature, et c'est tout ce qui a trait évidemment aux aspects végétaux, mais pas que, puisqu'on met aussi dans cette catégorie des aspects plutôt liés à l'eau, enfin, qui sont aussi une composante de la nature. En tout cas, toute cette place laissée à des aspects plus naturels, totalement naturels ou renaturalisés, renaturés à la cour d'école. L'ensemble de ces 3 piliers constitue pour nous cette approche de cour résiliente à laquelle on associe évidemment, du fait de la méthode, l'aspect un peu inclusif, c'est que tous les enfants doivent s'y retrouver, tous les enfants, et c'est un peu le sens de notre démarche, tous les enfants en tout cas au moins participer à la démarche pour demain se retrouver vraiment dans un espace qui leur est propre, les enfants mais aussi les enseignants, etc. Et enfin, vraiment ce volet de coopération, de participation était pour nous vraiment très important. On ne peut pas faire, c'était les diapos précédentes, on ne peut pas faire un projet d'école évidemment de son bureau, on ne peut pas le faire juste avec les enfants, on le fait vraiment dans un écosystème de parties prenantes, d'acteurs qui sont très importants. Et évidemment, dans ces acteurs, on trouve, et on a tout de suite, enfin, puisque la commande venait d'eux, évidemment, mais en tout cas, associé ou interrogé et pris en compte les éléments des services techniques qui, eux, gèrent aujourd'hui l'école et demain, donc prennent en compte les éléments de fonctionnement, d'entretien, qui sont effectivement non négligeables et qui, dans nos projets, ont été non pas des contraintes, mais en tout cas des informations qu'on a injectées dans nos scénarios pour justement qu'ils soient réalistes. Sur ce, je laisse la parole à Monsieur Calmette qui va vous exposer un peu plus en détail le projet tel qu'il a été mis en œuvre. Transition déjà faite, c'est à vous, Monsieur Calmet. Très bien, je vous remercie pour votre invitation. J'ai souhaité effectivement remettre ce projet de végétalisation de la cour Chaput dans un contexte en fait plus général qui nous a permis d'acquérir un certain nombre d'expériences. Donc le cœur de ville de Figeac, voilà, il présente une vraie singularité, donc c'est avec des aménités, donc des équipements publics diversifiés, de qualité, renouvelés, des lieux de rencontre, bon, une programmation culturelle pour tous les publics. On a fêté effectivement le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes donc par Jean-François Champollion cette année, une année festive. Donc, par son histoire, son patrimoine bâti et puis ses paysages naturels, voilà, Figeac donc, a une identité qui est appréciée. Donc, c'est un site patrimonial remarquable, un grand site d'Occitanie, pays d'art et d'histoire également. Donc, 2 grosses entreprises de l'aéronautique qui sont les principaux employeurs. Donc, on est inséré dans un tissu donc, qui s'appelle la Mécanique Vallée. Et on s'attache bien sûr à garantir un cadre de vie agréable et une qualité de vie donc, pour les habitants et les nouveaux arrivants. Donc, le rapport ville-nature, voilà, il est très, très étroit déjà à Figeac. Bien sûr, on est dans la vallée du Célé, on a un grand paysage qui est quand même très privilégié. Mais en fait, notre rôle en tant que gestionnaire d'espace public, en tant que assemblier donc de certains projets, c'est en fait de mailler l'urbain avec les usages en fait et d'intégrer les espaces naturels dans la structuration du développement urbain. C'est vraiment, ça porte là-dessus.
Voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà, on va vous présenter quelques projets récents qui permettent de vivre avec la nature dans la trame urbaine. Et en fait, ces projets nous ont permis d'aborder ce projet de végétalisation dans de bonnes conditions. Comme le disait M. Sabot, on a effectivement un service espace vert qui est très investi et qui, entre guillemets, s'est fait un tout peu la main et a expérimenté certaines choses en lien avec les habitants. On a essayé, on a fait, les élus nous ont suivis. On a impulsé certaines choses et puis effectivement, ça nous a permis de l'aborder sereinement. Donc les axes stratégiques, bien sûr, ça s'inscrit pleinement dans les axes stratégiques du programme Action Cœur de Ville dans lequel la commune est engagée. Dans le label Terre saine, bien sûr, on est une commune sans pesticides et de longue date, y compris sur les terrains de sport. Et puis, donc, sur l'orientation progressive vers une majorité de plantes durables et vivaces, plantes à bulbes sur les espaces fleuris. Donc, on a la chance d'avoir des serres municipales, mais l'on oriente progressivement vers ces fleurissements durables. Donc, un atlas de la biodiversité communale également en 2018. Donc, les escaliers du Calvaire, voilà, effectivement, c'est un exemple de projet réussi ces dernières années. Donc, c'était uniquement une palette végétale variée, colorée, donc uniquement une palette végétale avec des espèces donc vivaces, adaptées à un ensoleillement prononcé. On est plein sud, là. Des feuillages persistants et caducs. Donc voilà, et donc des cyprès de Provence, des micocouliers, des sauges, des euphorbes, des acanthes, des germandrées, des thym. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très diversifié, très résistant. Et c'était quelque chose c'est un lieu emblématique de Figeac, c'est le lien avec le centre historique. Et là, ça a été vraiment pour le coup un projet pilote. Le parking des Carmes, donc c'est un parking qui est un parking vert avec des emplacements traités avec de la grave enherbée, mélange terre-pierre, qui sert donc à drainer l'eau donc vers des noues végétalisées. Donc là aussi, une palette végétale qui est complètement adaptée en fait au contexte avec des arbustes de section pour des haies champêtres, des plantes vivaces et des arbustes à faible développement pour les massifs et des plantes hélophiles pour les fonds de nus. Voilà, donc on a conservé les arbres existants. Voilà, c'est un parking qui fonctionne parfaitement et qui est parfaitement intégré dans son milieu urbain et naturel également. Voilà, une aire de pêche et de détente, je l'ai dit, on est dans une vallée, la vallée du Célé, un affluent du Lot. C'est un lieu donc qui était inaccessible en fait, on n'avait pas d'accès à la rivière. La volonté principale, c'était d'aménager une aire de détente, mais on s'aperçoit que le lien à la rivière est un attrait très fort, en fait. On a une fréquentation sur ce lieu qui est exceptionnelle. C'est vraiment, voilà, c'est la nature dans tout. Voilà. Sur le réaménagement de la cour Chapoux, donc, effectivement, on a souhaité engager en 2022 donc, cette étude de végétalisation. Bon, c'est une école élémentaire avec 169 élèves inscrits. Donc, en fait, on avait démoli en 2021 un préfabriqué qui datait des années 60, donc des amiantages, démolition. Et puis, on avait dessouché des platanes en très mauvais état. Et donc, on se retrouve avec une cour, comme vous l'avez vu sur les photos, de 2000 m², complètement revêtue en enrobé. Le point clé, donc, on avait plusieurs attendus qui étaient, effectivement, une large concertation autour du projet pour co-construire avec les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les équipes d'entretien, le temps périscolaire, voilà, énormément d'intervenants. Donc, on a fait un copil qui était vraiment extrêmement élargi et un cotec un peu plus resserré, mais c'est vrai qu'on avait été très, très large. Donc ça, c'était vraiment le premier attendu. Le deuxième attendu, on en a parlé, c'était la prise en compte des facteurs d'entretien. Et puis, bien sûr, le troisième attendu, c'était le bien-être des élèves et des usagers adultes qui évoluent au sein de cet espace avec tous les bienfaits, vous en avez parlé, que représente ce type de projet. Voilà, donc la cour élémentaire, donc elle est insérée dans un tissu urbain, mais vous le voyez sur la photo aérienne, qui est quand même bien végétalisé. On a près de 3000 arbres sur pied recensés donc, dans notre SIG, plus des espaces arborés. Elle est au plus près, effectivement, on est dans les villes du quart d'heure, voire moins, on a cette chance là, sur ces villes moyennes. Donc très proche du centre historique, très proche de la gare routière, très proche de la vallée du Célé, très proche de la prairie des Pratches, qui est un espace naturel au plus près du Célé. Et donc,
avec des enjeux de mobilité que nous traitons. Donc, on est engagé dans un plan vélo, bien sûr, dans le développement de liaisons douces. On a réaménagé cette année donc l'arrêt central des jardins de l'hôpital pour favoriser donc le transport, le report donc vers le transport vers le bus urbain qui est gratuit donc à Figeac. La démarche donc c'est effectivement un projet qu'on construit avec les usagers. Donc la question du cadre de vie, de la nature en ville, donc c'est effectivement des préoccupations majeures et comme je vous l'ai indiqué, voilà, on est depuis plusieurs mois dans cette réflexion pour rendre la cour mieux partagée, plus agréable à vivre, avec la création d'espaces végétalisés qui amènent de la fraîcheur. Donc, on a une façade plein sud, on a effectivement des fins d'année scolaire, notamment en juin, vous l'avez cité, avec des températures quand même très très élevées dans les salles de classe, et avec un effet d'albédo qui était extrêmement prononcé donc, sur cette cour. Donc, pour l'accompagner, je les remercie encore, donc l'équipe du CEREMA voilà, nous a accompagnés d'abord effectivement d'avril à juin sur un état des lieux diagnostic avec les atouts, les faiblesses, et puis une phase de concertation très large, très large, donc pour comprendre l'utilisation actuelle de la cour, les attentes, les besoins. Ensuite, donc ma cour rêvée. Alors là, comme l'a indiqué Monsieur Sabot, donc c'était carte blanche, carte blanche pour les niveaux CE1, CM, CM, très très intéressant, extrêmement riche, avec beaucoup de choses qui se recoupaient et en fait une idée donc et une volonté d'intégrer la biodiversité dans la cour qui était profondément ancrée chez tous les niveaux, chez tous les élèves, et ça nous a conforté effectivement dans ce projet. Peut-être, pardon, monsieur Calvet, oui. Je vois le temps qui passe, évoquer le plan vue du ciel, peut-être sur oui. Le projet, et en particulier oui. les financements qui semblent questionner oui, beaucoup nos auditeurs. Donc là, vous avez sous les yeux effectivement le plan de composition d'ensemble. On est sur un avant-projet à ce stade-là, donc avec plusieurs attendus. Donc on a malgré tout donc des bornes, c'est-à-dire donc les accès pompiers. On maintient certains espaces revêtus. On atteint un niveau de désimperméabilisation de l'ordre de 40%. Au-delà, c'était délicat pour garantir certains usages et certains aspects de sécurité. Donc, des carrés de potager, des tableaux d'affichage, un terrain multisport central que vous voyez, des gradins dans la partie sud-ouest, des jeux de motricité avec des rondins en bois, des zones où la nature sera libre, c'est-à-dire en libre gestion, des replantations, et puis une noue d'infiltration, avec des dispositifs pédagogiques autour de la biodiversité pour observer effectivement le phénomène du compostage, pour observer les insectes dans les massifs, voilà, différentes choses. Donc là, on travaille avec un ingénieur paysagiste, et à ce stade-là, donc en estimation, puisque je vois que c'est une préoccupation, bien entendu, des participants. Donc, on est sur un projet de l'ordre de 180 000 € TTC. Voilà, travaux uniquement. Donc, on souhaite poursuivre, bien sûr, cette dynamique et la poursuivre dès 2023 par la mise en œuvre opérationnelle, donc à l'été 2023. Les travaux scolaires, bien sûr, en site occupé, donc se font durant l'été. Et donc là, actuellement, nous sommes, comme toutes les collectivités, dans les dépôts des demandes de subventions. Donc, on a deux dispositifs, effectivement, que l'on souhaite mobiliser donc, sur cet équipement. Donc, le premier, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Donc, voilà, peut-être espérer à 30%. Donc, sur l'aspect vraiment aménagement paysager accompagné projet global, puisque ça s'inscrit bien dans un projet global. Et puis le deuxième, il a déjà été cité, donc c'est les subventions de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour la désimperméabilisation, donc avec une subvention maximale attendue de l'ordre de 50%. Effectivement. Merci beaucoup. Je ne veux pas non plus vous contraindre trop. Est-ce qu'il y avait d'autres visuels dans votre présentation que vous souhaiteriez éventuellement illustrer ? Non, je crois qu'on a fait le tour. J'avais mis effectivement le témoignage, il est assez intéressant parce que on était impliqués. Voilà le témoignage de la directrice de l'école
Et puis le témoignage d'un parent d'élève qui résume un peu tout, c'est-à-dire qu'effectivement, les élèves sont pressés de voir le projet final. Et ce qui est très intéressant, et ça vous l'avez souligné, c'est que ça vient renforcer profondément les projets pédagogiques en fait, sur la biodiversité et sur la gestion de l'eau. Et le volet éducatif de ce type de projet est vraiment majeur. Et l'école du dehors compte autant effectivement que l'école dans la salle de classe, c'est clair. Les questions des personnes qui nous écoutent tournaient aussi autour de, mais finalement, qu'ont donné les ateliers, quels sont les avis aujourd'hui des élèves et des enseignants. Alors, les projets sont encore tout frais ou à venir, donc c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir vous interroger sur ce point. Et peut-être que Madame Vaufan voulait revenir sur certains points en particulier ou compléter un petit peu la vision du CEREMA sur son accompagnement sur ces sujets de nature dans les écoles. Merci. Du coup, pour les questions que j'ai vues aussi sur les financements, je pense que l'invitation, elle est en plus, les programmes de financement, ils peuvent évoluer, donc vraiment à se tourner vers les agences locales. Pour l'accompagnement du CEREMA, je crois que parmi les accompagnements que l'on fait à chaque fois qu'on accompagne une école, je crois qu'on est content de le faire, hein, parce que vraiment, c'est des projets très intéressants, assez novateurs et chaque fois différents. La question des retours, c'est encore un peu frais, effectivement. Et puis, on voit, mais le seul retour, je discutais, alors c'est un peu plus grand, mais avec un des directeurs qui a mis en œuvre une cour d'école à Échirolles, et il me disait, en fait, dans ce quartier, il y a ça, et les autres sont jaloux, et tout le monde demande son école. Et lui, il tenait du coup à dire, mais comment je vais choisir parmi les filles, qu'est-ce que je vais financer? Et du coup, c'est de faire des diagnostics, à part les diagnostics d'école, il y a beaucoup de diagnostics ICU pour privilégier les écoles qui sont les plus exposées en termes de surchauffe urbaine, par exemple, ou des diagnostics sur l'eau. Voilà. Sur oui, je peux dire, non, du coup, je sais pas, moi, je vous invite, peut-être en mot de conclusion aussi, on a en France la chance d'avoir un concours qui s'appelle Concours Capitale Française de la biodiversité, dont le thème en 2023, c'est arbres et forêts. Et donc, tous ces concours, ce but du concours, c'est un peu le but de ce que vous faites aujourd'hui, c'est d'inspirer, de donner à voir ce que les autres font et comment ils font, et dans la diversité des faire. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez déjà réaménagé vos écoles, à candidater à ce concours et à montrer ce que vous savez faire, ce que vous avez fait, éventuellement des écueils, et soyez nombreux, petites villes de demain, à candidater à ce concours et à montrer qu'il n'y a pas que les grandes villes qui savent faire des choses. Donc, il me semble que c'est vraiment, j'avais envie de parler de ce concours dont j'ai mis le lien, mais si vous tapez Capitale oui, Française… on l'a relayé aussi, on en a parlé hier. Effectivement, c'est une belle opportunité pour les collectivités les plus avancées. Vous avez tout à fait raison. On en vient déjà à la conclusion finalement de ce rendez-vous qui est passé très vite avec des témoignages fort riches. Ça démontre bien que le sujet est passionnant. C'est un sujet, vous l'avez compris, plus d'actualité, plus que jamais. C'est aussi, si je peux résumer comme ça, une question multi-acteurs, au premier rang desquels évidemment les enfants, qu'il faut bien traiter. C'est très en lien aussi avec les objectifs du programme qui sont améliorer la qualité de vie des habitants dans les territoires et dans les petites villes de demain. Si on pense aux personnes âgées, il faut aussi penser aux plus jeunes. J'ai pu entendre aussi que finalement, et à travers les questionnements, que ces questions de réaménagement de cours d'école doivent être aussi pensées dans le cadre d'une démarche plus large, comme c'est le cas dans les villes accompagnées par le programme Action Cœur de Ville aux petites villes de demain, en tout cas pour la plupart. Et puis, c'est aussi, vous l'avez compris, des belles opportunités de financement à travers différents partenaires. Et donc, pour en savoir plus, on ne peut que vous inviter à vous rapprocher des référents petites villes de demain au sein des services de l'État, hein, le préfet et ses équipes, qui a notamment ont à leur main
la DETR et autres financements, y compris le fonds vert. Donc, vous pouvez vous adresser à vos interlocuteurs que vous connaissez normalement bien pour vous renseigner, pour en savoir plus. Je dois d'ores et déjà clore finalement ce webinaire pour vous rappeler que finalement, il reste un dernier rendez-vous demain qui s'intitule « Les clés pour agir », donc sur le thème du rafraîchissement des villes et de la lutte contre le réchauffement urbain, qui devrait intéresser un bon nombre d'entre vous et dans lequel on entendra le témoignage de la commune d'Évian et un certain nombre d'experts mobilisables sur ces sujets-là, comme donc le CEREMA une nouvelle fois, le Conseil national de l'Ordre des architectes et l'ADEME notamment. Je vous retrouve donc demain et à très bientôt.